En janvier 2021, Donald Trump se fait bannir de Twitter, Facebook, Google Play, TikTok et bien d'autres. Cet événement a pu paraître anodin, car en effet, cela paraît logique que quiconque incitant à la haine se voit retirer ses droits d'expression. Mais là où c'est complètement nouveau, c'est que ce n'est plus un gouvernement qui décide de retirer le droit d'expression d'un citoyen, ce sont des entreprises technologiques qui décident de retirer les droits d'une personne. Et pas n'importe laquelle, un ex-président des États-Unis. On assiste donc à un moment de transition dans l'histoire de l'humanité, où ce ne sont plus les États qui ont le pouvoir absolu, mais où les entreprises de la tech et plus particulièrement les communautés en ligne deviennent les nouveaux maîtres du monde. Bienvenue sur CoinStation, moi c'est Léo et aujourd'hui je vais discuter de la collision entre le pouvoir politique et le pouvoir technologique. Je m'inspire d'un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps qui s'appelle The Network State de Balaji Srinivasan. Si tu ne l'as pas encore fait, n'oublie pas de me suivre sur Twitter, TikTok et Instagram. Vous vous souvenez sûrement pas, mais le 22 août 2019, Emmanuel Macron tweet ça. Our house is burning, literally. The Amazon rainforest, the lungs which produces, etc. En gros, c'est une photo qui montre que l'Amazon est en train de brûler, que c'est une catastrophe écologique et qu'il faut vite en discuter lors de la prochaine réunion du G7. Le problème, c'est que cette photo, elle a été prise par Lauren McIntyre, qui est décédée en 2003. Et donc, avec l'horodatage digital, qu'on appelle timestamp en anglais, cette photo, on s'est rendu compte qu'elle a été prise entre 1972 et 1991. Avec cet exemple, ça prouve que dans certains cas, il vaut mieux faire confiance à la technologie qu'à la politique. Et donc, on peut être amené à se demander, aujourd'hui, quelle est la force la plus puissante dans le monde? Est-ce que c'est toujours les États et les chefs politiques? Est-ce que c'est les GAFA et du coup les entreprises technologiques? Ou est-ce que c'est la technologie en elle-même? Thomas Hobbes, qui est un philosophe anglais du XVIIe siècle, conclut dans son ouvrage Le Léviathan qu'il y a besoin d'un État fort, lequel sera chargé de la sécurité des citoyens en échange de leur obéissance, formant ainsi un pacte social. Et cet État surpuissant, Hobbes le nomme le Léviathan. Et donc Balaji Srinivasan, dans son ouvrage, il prend la définition de Hobbes et il va parler de trois Léviathans. Le premier Léviathan, donc, qui est la force toute puissante de l'époque, c'est Dieu. Les gens se conduisaient correctement, obéissaient et ne volaient pas à tout bout de champ car ils avaient peur finalement de Dieu, ils avaient peur d'aller en enfer pour leurs péchés. Et la force toute puissante de Dieu, elle existe pendant des centaines d'années, voire des milliers d'années, et elle s'arrête à la fin du 19e siècle. Et là, je vais citer Nietzsche qui dit « Dieu est mort ». Et donc, il y a un deuxième Léviathan qui voit le jour, une deuxième force toute puissante, c'est l'État. Et l'État prend énormément de pouvoir à partir du début du XXe siècle. Et les gens, à partir de ce moment-là, ils n'avaient plus peur de Dieu pour ne pas voler ou bien se conduire, ils avaient peur de l'État et tout simplement d'aller en prison ou pire, d'être condamné à mort. Et la troisième toute puissance, le troisième Léviathan, c'est le réseau, Internet en soi. Aujourd'hui, on ne peut pas voler des bitcoins car le réseau nous l'interdit. Donc en 1, on avait Dieu, en 2, on avait l'État, et maintenant, bien sûr, on a toujours l'État qui est très puissant, mais on a l'émergence d'un troisième Léviathan qui est le réseau. Et quand je dis le mot réseau, c'est plus particulièrement le cryptage des données. Les communautés qui croient en Dieu utilisent des prières, les communautés qui croient en l'État utilisent des lois, et les communautés qui croient en le réseau utilisent le code. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur l'État réseau, je vous conseille de la voir, vous comprendrez bien mieux la suite de cette vidéo. Elle est disponible juste ici. Alors pourquoi le network, selon Balaji, est le prochain Léviathan? D'abord parce que le cryptage est plus puissant que le pouvoir étatique. On le voit notamment en Chine, où même si la Chine a essayé des dizaines de fois de bannir les crypto-monnaies, c'est toujours possible avec un VPN de faire des transactions sur le réseau Bitcoin. Bitcoin est plus fort que les monnaies fiduciaires, qu'on appelle monnaie fiat en anglais, parce que tout simplement, un gouvernement ne peut pas bannir, il ne peut pas non plus saisir, il ne peut pas non plus créer des bitcoins, il ne peut pas imprimer des bitcoins comme il peut le faire avec des euros ou des dollars. Les réseaux sociaux ont de plus en plus d'importance par rapport aux réseaux nationaux, parce qu'aujourd'hui, on va s'identifier de plus en plus à nos communautés virtuelles et on a de moins en moins de sentiments nationalistes. Aujourd'hui, tout ce qui est remote prédomine sur ce qui est physique. Quand on veut faire un meeting business, on ne va jamais demander à la personne de se déplacer. On va toujours d'abord faire un vidéo call,
Puis ensuite, si vraiment voilà, c'est nécessaire, on peut faire un meeting physique. Les smart contracts sont beaucoup plus prévisibles que les lois. On n'a pas besoin de juristes ou d'avocats pour interpréter les lois. On dit souvent « code is law », donc le code, c'est la loi. Et les vérifications cryptographiques ont plus de valeur que les confirmations officielles. Moi, je sais que personnellement, quand ma banque me dit « Ah, ce transfert a été effectué », bah, je sais pas trop quand, je sais pas trop quand ça va arriver, j'ai moins confiance. Alors que quand il y a une transaction sur le réseau Bitcoin qui a été faite et j'ai une notification, voilà, je suis sûr à 100%. Mais le réseau n'a pas encore la puissance absolue. L'État a encore un fort contrôle sur nous. Je ne sais pas si vous aviez suivi, mais Jack Ma, qui est le CEO d'Alibaba, avait été, on va dire, réquisitionné par le gouvernement chinois pour lui faire un petit lavage de cerveau et qu'il accepte un petit peu mieux les guidelines du parti communiste. Il y a également une personne du gouvernement chinois dans le comité de direction de ByteDance, donc qui est la société qui a créé TikTok. Comme ça, bah voilà, c'est facile d'avoir un œil et un mot sur tout ce qui se passe et de regagner du contrôle. Il y a pas mal de censure en Chine. Je sais qu'à la télévision chinoise, on n'a pas le droit de dire le mot mort. Enfin, c'est bip quoi, quand on dit le mot mort. Pareil, les tatouages sont floutés. Et bien sûr, on n'a pas non plus le droit en Chine de critiquer ouvertement le gouvernement. Mais on croit souvent à tort que ces censures existent uniquement en Chine. Mais ça existe également en Europe et aux États-Unis. Je vais donner un exemple. Jusqu'en 2021, il y avait des articles facilement accessibles mentionnant que l'Ukraine était un État corrompu avec des bataillons nazis Azov, comme notamment dans cet article ici du Guardian. Et en 2002, tous ces articles ou ces rapports sont reclassifiés comme de la désinformation et maintenant ils n'apparaissent plus dans la première page de recherche sur Google. Donc depuis qu'en fait l'Ouest a pris cette position politique pro-Ukraine et anti-russe, voilà, on va aussi un petit peu manipuler l'histoire et effacer les choses qui ne vont pas dans le sens du nouveau narratif. Et donc selon Balaji Srinivasan, il n'y a pas seulement la Chine qui essaye de contrôler à tout prix les médias et les réseaux sociaux, mais en fait les États-Unis, de manière un petit peu moins brutale, on va dire un petit peu plus soft, mais ils essayent de faire la même chose. Ils essayent aussi de regagner le pouvoir sur les réseaux sociaux et de regagner le contrôle. Si c'est encore possible de faire de la propagande, de la censure et de manipuler les informations aujourd'hui, avec la blockchain, ça va très vite devenir impossible. Bitcoin est la forme d'historique la plus rigoureuse créée jusqu'à présent. Pourquoi? Car pour falsifier le qui, il faut contrefaire une signature digitale. Pour falsifier le quoi, il faut altérer une fonction de hachage. Et pour falsifier le quand, il faut corrompre un timestamp. Et ce, sans changer aucun des anciens block headers de la blockchain, car ils sont tous liés entre eux. C'est clairement impossible, à moins qu'on ait ce fameux 51% de puissance de hachage. Personne n'a encore réussi à avoir ces 51% et ça devient de plus en plus difficile d'avoir ces fameux 51%. Donc pour moi, la blockchain Bitcoin, elle est quasiment impossible à falsifier. Les blockchains publiques, on peut les voir comme tout l'historique de l'économie. Parce qu'aujourd'hui, ok, on a des transactions en crypto-monnaie, mais on a aussi des transactions en NFT. Bientôt, on va avoir des zero knowledge qui nous permettront d'avoir des identités décentralisées. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les zero knowledge proof, je vous conseille d'aller la voir, elle est disponible ici. Grâce à l'Ethereum Name Service, le NS, on pourra également attacher une identité à des transactions on-chain. On a les DAO et on a aussi les Soulbound Tokens, donc qui sont un peu comme des NFT, mais qui ne sont pas échangeables et qui appartiennent à une seule personne. Et avec les Soulbound Tokens, on pourra faire par exemple des preuves de diplôme, des preuves d'emploi, etc. Donc l'histoire est en train de devenir vérifiable sur la blockchain. Et désormais, toutes nos actions ont un composant digital. Quand on marche, notre téléphone sait combien on a fait de pas. Quand on fait une transaction, que ce soit sur la blockchain ou sur Internet, c'est tracé, c'est noté quelque part. Quand on commande un taxi, quand on commande de la nourriture sur Deliveroo, enfin, absolument tous nos faits et gestes ont une trace digitale. Et donc, l'histoire va devenir extrêmement précise et on va pouvoir absolument tracer et savoir tout ce qui se passe. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'est très important d'améliorer la confidentialité, la privacy, notamment avec les fameux zero knowledge. Et pour améliorer cette confidentialité et que nos données ne soient pas accessibles partout à tout le monde, c'est important également de posséder ces clés privées. Parce qu'aujourd'hui, quand on a un wallet, que ce soit un hardware wallet comme Ledger ou alors un hot wallet comme MetaMask, voilà, on est propriétaire de nos crypto-monnaies, on ne les stocke pas chez un tiers et on est également propriétaire de nos NFT. Dans pas longtemps, on pourra être aussi propriétaire de Soulbound Token, donc de nos diplômes, etc. Donc en fait, je pense que ces wallets, c'est le fait de posséder ses propres clés privées, ça va devenir essentiel dans les années à venir. Moi justement, pour protéger tous mes assets digitaux, j'utilise un hardware wallet. C'est un hardware wallet Ledger, donc comme ça.
Et je pense que c'est fondamental de comprendre comment fonctionne un wallet pour pouvoir être propriétaire de toute notre richesse digitale. Si ça vous intéresse d'avoir ce wallet, je mets un lien en description et en commentaire et c'est un lien d'affiliation. Donc pour tout récapituler, il y a 300 000 ans, c'était le début de l'humanité. Et à cette époque-là, toute l'histoire n'était que orale. Donc c'était quasiment impossible d'avoir une trace de ce qui se passait parce qu'une fois qu'il y avait des personnes qui décédaient, l'histoire disparaissait. En 3400 avant Jésus-Christ, c'est l'invention de l'écriture. Donc maintenant, on a une histoire qui peut être écrite sur des supports, mais des supports altérables. Donc c'est un petit peu mieux que juste avoir un historique oral, mais ce n'est pas encore l'idéal. Et à partir de 2009, avec Bitcoin, on écrit l'histoire sur un support inaltérable, infalsifiable, et donc on ne peut plus réécrire le passé. J'imagine que vous avez aussi votre propre avis sur la question, peut-être qu'il y a des choses qui vous effraient, vous êtes totalement en désaccord. Je vous invite à écrire un commentaire pour créer une discussion avec la communauté. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à la liker, à vous abonner. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Twitter, TikTok et Instagram. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.